aucun souci. Philosophie. Tu te rappelles? Non, cette fois on va s'y prendre autrement. Thèse, il y a de la philosophie dans les dessins animés. Contre-argument, la philosophie est une discipline millénaire. Sa pratique sérieuse requiert l'humilité de savoir qu'on ne réinventera pas à soi seul les siècles de réflexion d'auteurs successifs sur lesquels il faut par conséquent se baser. Et pour cela, avoir une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est écrit depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Utiliser le terme philosophie pour désigner le fait que les dessins animés véhiculent de grandes hypothèses générales sur la façon dont fonctionne le monde, c'est peut-être à la fois prétentieux et inapproprié. Contre-argument. Philosophie signifie littéralement l'amour de la sagesse. Et, en tant qu'auteur, se servir de la fiction, volontairement ou involontairement, pour exprimer ses hypothèses sur la façon dont fonctionne le monde, puis, en tant que spectateur, relever l'existence de ces hypothèses pour les remettre en question, c'est avoir l'ambition d'une certaine sagesse. C'est construire sa propre sagesse. Et c'est donc aimer la sagesse. Par conséquent, il y a bien de la philosophie dans les dessins animés, dans son sens le plus basique et le plus littéral. Oui, bon, comme dans tous les supports de fiction, et c'est pas sous prétexte que les dessins animés sont destinés aux enfants qui vont faire exception. Même un dessin animé pour très jeunes enfants est écrit par un auteur, et cet auteur n'est pas une machine. Ce qu'il écrira sera toujours biaisé par ce qu'il croit savoir du monde et de la vie. Or, on n'a pas toujours conscience que tout le monde ne pense pas comme soi, et on ne se force pas nécessairement à en prendre conscience quand on écrit pour des enfants. Du coup, il arrive parfois que des opinions bizarres d'auteurs transparaissent dans les dessins animés. Il ne faut pas comprendre les bizarreries qu'on trouve comme des messages politiques que l'auteur veut faire passer, mais comme la façon dont les choses lui viennent spontanément, ce qui est bien plus intéressant. Oui, en fait, c'est presque une tautologie de dire que les dessins animés véhiculent des idées. Des idées qui peuvent être plus ou moins bizarres, mais surtout des idées qui n'ont pas forcément pour but d'expliquer à l'enfant comment il doit être et ce qu'il doit faire. En d'autres termes, pas forcément le genre d'idées dont on a parlé dans la vidéo sur la morale dans les dessins animés. Non, des idées sur comment fonctionne la vie. Des idées qui ne sont pas des faits. Du fait du caractère implicite et volatile de ces idées, on ne les identifie pas nécessairement comme des idées si on n'est pas conscient de l'auteur derrière l'écriture du script, et ou si on n'a pas vu suffisamment de choses pour savoir que la même histoire peut être racontée de manière totalement différente par des auteurs différents. L'auteur lui-même n'est pas forcément conscient des idées que sa fiction implique, en tout cas dans la fiction pour enfants. Dans une œuvre pour un public plus âgé, comme les Simpsons, South Park ou Jurassic Park ou Civil War ou tous ces trucs, l'auteur assume un parti pris idéologique. Il veut véhiculer une idée de façon militante à un public d'adultes. Dans un dessin animé pour enfants, le plus souvent l'auteur ne milite pas, il pense tout haut. Il écrit pour les enfants, donc il écrit des choses qu'il estime neutres ou allant de soi. Comme tu l'as dit, c'est plus intéressant d'analyser ce type d'idées véhiculées spontanément par la fiction que celles qui y ont été mises au forceps. C'est plus intéressant parce que ça permet de voir ce qui va de soi pour l'auteur et que ce n'est pas la même chose d'un auteur à l'autre. Plus intéressant et plus approprié au support, en tout cas si on veut être sûr de faire une analyse pertinente. Le but premier d'un dessin animé pour enfants, même s'il veut être intelligent, c'est de distraire, pas de faire réfléchir. Il n'est donc pas obligatoire de trouver de grandes significations profondes à son histoire. Simplement, il y en aura, que l'auteur le veuille ou non. Plus exactement, la fiction révélera fatalement une idée que l'auteur se fait sur le monde. Nous en sommes quasiment à notre 70e review sur des dessins animés sans compter les vidéos en solo. Ça fait 7 ans qu'on prend des notes à chaque fois qu'on regarde un truc dans la perspective d'écrire des choses dessus et de faire des comparaisons. C'est en faisant ça qu'on remarque que des séries très différentes ont une approche similaire sur des thèmes très généraux comme l'humanité ou l'immortalité, ou au contraire que des séries avec les mêmes ambitions adoptent un point de vue radicalement opposé sur d'autres sujets tout aussi généraux comme par exemple la capacité de la science à nous rendre maîtres de nos destinées. Ces similitudes et ces différences sont révélatrices de partis pris de base qui ne sont pas neutres, mais qui ne portent pas sur la conception de l'œuvre elle-même. Ils dénotent d'une vision du monde. Mais en tant que spectateur, on ne peut le remarquer et en tant qu'auteur en prendre conscience que si on a l'opportunité de faire des comparaisons. Ou si l'idée en question que l'auteur se fait sur le monde n'est vraiment pas ordinaire. Pour citer un exemple histoire de clarifier le propos, nous avons été particulièrement interpellés par l'épisode de Code Lyoko sur la superstition. Vous voyez, un épisode sur la superstition, on s'attendrait à ce que ce soit un épisode avec un personnage superstitieux et tous les autres personnages qui se moquent de lui parce qu'il l'est. Eh ben non. Là, être superstitieux est la norme et l'attitude raisonnable, et le fait de ne pas l'être, l'attitude déviante. Quoi? T'es superstitieux? Bah ouais, pas toi. Le plus étonnant est que l'épisode n'affirme pas pour autant que les superstitions sont fondées, au contraire. Sa morale, c'est simplement qu'il faut être humble devant le destin. On comprend le message, c'est pas le problème. Le problème, c'est que pour introduire cette morale, l'épisode campe une situation qui nécessite un postulat de base auquel il faut adhérer, qui est que si on casse un miroir, il faudrait être idiot pour ne pas croire possible que ça porte malheur. Et l'épisode ne prend pas la peine d'installer que dans l'univers où se situe l'histoire, ça porte effectivement malheur. Non, l'épisode part du principe qu'il est raisonnable de le croire et que le spectateur trouvera Odd ridicule et dogmatique parce qu'il n'est pas superstitieux. Comme il trouverait ridicule n'importe lequel de ses camarades de classe de ne pas être superstitieux,
Parce qu'il est évident et incontestable que nier les superstitions est le propre des gens trop sûrs d'eux. Et vous notez qu'on distingue bien la morale de l'épisode, être humble devant le destin, de l'idée véhiculée par l'épisode, un miroir cassé pourrait porter malheur. Être humble devant le destin, c'est une proposition d'attitude à avoir, ce n'est pas un message sur la façon dont fonctionne le monde. Le message sur la façon dont fonctionne le monde, c'est « Il n'y a pas de raison de croire que la magie n'existe pas et que briser un miroir ne te rend pas malchanceux ». Il y a un rapport étroit entre la morale et la philosophie. Tout système moral se base sur une théorie du monde, mais ce n'est pas la même chose pour autant. De fait, on peut adhérer à la morale de cet épisode, mais pas à la théorie du monde sur laquelle cet épisode est fondé. En l'occurrence, moi, être humble devant le destin, je trouve ça tout à fait bien comme attitude. On ne peut pas tout anticiper. Il y a toujours un tas de paramètres incontrôlables qui vont influencer le cours que prennent les choses. Et c'est bien d'avoir conscience qu'on ne peut rien dans certains cas. C'est un problème très rare. Jérémy ne peut pas le réparer maintenant. Par contre, je trouve raisonnable de ne pas croire à la magie, donc l'épisode ne marchera pas sur moi. Il y a donc bien une distinction à faire entre la morale de l'épisode et la philosophie de l'auteur. Rien ne prouve que les scénaristes de cet épisode soient superstitieux eux-mêmes, mais ils s'attendent à ce que leur public ne trouve pas incongru qu'on estime code et ridicule de ne pas l'être. C'est ce type de parti pris de base nécessaire à la mise en place du scénario et à sa compréhension, mais généralement pas trop discuté dans l'épisode parce que l'auteur le considère comme allant de soi, que nous appelons la philosophie dans les dessins animés. Ce type de parti pris de base, plus ou moins conscient et pas forcément militant de la part de l'auteur, n'est pas l'apanage du dessin animé, ou même de la fiction pour enfants. Pour prendre un exemple tiré d'un film pour adultes, évacuons d'emblée le sujet le plus évident. Ceux qui nous connaissent bien savent que nous sommes très remontés contre le comportement de Jor-El dans Man of Steel. Jor-El, qui s'oppose à ce qu'on fasse évacuer Krypton devant la menace imminente, son plan étant que son enfant, seul kryptonien à ne pas être un bébé éprouvette, soit le seul à survivre. Mais ce que nous ne prenons jamais la peine de préciser quand nous parlons de ça, c'est que nous aurions été tout à fait intéressés par l'histoire d'un super vilain qui condamne tout son peuple à mort parce qu'il est persuadé que les enfants éprouvettes ne méritent pas de vivre. Ou même celle d'un héros qui fait des choses horribles pour en éviter d'autres encore plus horribles. Ce qui nous embête dans le cas Jor-El, ce n'est pas ce qui s'y passe, mais la façon dont ça se passe. Le propos de l'histoire n'est pas d'argumenter sur la position de Jor-El et en quoi elle est défendable. La mise en scène est faite comme s'il tombait sous le sens que cette position est la bonne. Comme s'il n'y avait aucun débat à avoir sur le droit d'un être humain né par insémination artificielle à vivre. Par contraste, Stargate SG-1 présente souvent des situations moralement douteuses, mais elles sont toujours présentées comme étant des situations moralement douteuses. Et l'épisode ne tranche pas sur ce qu'il aurait réellement fallu faire. Oui bon, soyons honnêtes, ça nous dérange surtout parce qu'à côté de ça, le tout internet est toujours prompt à détecter des messages racistes, sexistes et homophobes dans d'innocentes fictions qui ne cherchaient qu'à parler de devenir adulte ou de prendre sa vie en main. Mais ça ne change rien au propos, vous avez compris l'idée. Pour Zack Snyder, la question de si Jor-El a le droit de condamner son peuple tout entier à mort ne se pose apparemment pas. Soit parce qu'il voulait faire un conte philosophique sur l'importance du naturel contre l'artificiel et qu'il n'a pas réfléchi aux implications de la situation qu'il mettait en place, soit parce qu'il croit réellement que les bébés éprouvettes, ou au moins ceux qui ont été créés dans une optique eugéniste, ne méritent pas de vivre, mais en tout cas une théorie du monde se retrouve à être véhiculée par l'histoire. Une théorie comme quoi le droit des humains à vivre dépend de la façon dont ils ont été conçus ou du but de leur conception. Soit, au passage, l'inverse de ce qui est dit à la fin de Pokémon le film. Comme il est très difficile de distinguer les opinions des faits, si on remarque que ces théories que la fiction véhicule ne sont que des théories alors que l'œuvre les présente comme des évidences, c'est en général parce qu'on n'est pas d'accord avec. C'est pour cela que les deux exemples que nous avons pris pour donner notre définition de la philosophie dans la fiction sont des exemples d'idées qui nous ont choqués ou étonnés. Mais il arrive fréquemment, et c'est pas forcément conscient, qu'une fiction nous plaise surtout parce qu'elle nous sécurise en correspondant à notre théorie du monde. C'est particulièrement réconfortant quand il s'agit d'une théorie du monde dont nous avons conscience qu'elle ne fait pas l'unanimité, comme « les sentiments humains sont ce qui sauvera l'humanité » ou « quand l'enjeu est la mort d'une ou de plusieurs personnes, il vaut mieux prendre des risques pour avoir une solution optimale plutôt que de se contenter d'une solution insatisfaisante mais sûre. » Ce n'est pas que c'est pas forcément conscient. C'est que tant que le spectateur n'a pas conscience que cette idée qu'il trouve dans la fiction, et que ça lui fait du bien de trouver dans la fiction, n'est qu'une idée et pas une vérité absolue, il n'aura jamais l'idée de la citer en argument pour justifier qu'il aime cette fiction. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est très difficile de le remarquer quand ce qu'on croit tomber sous le sens n'est en fait qu'une des diverses façons possibles d'envisager les choses. D'ailleurs, c'est si difficile qu'on se demande si ce n'est pas se donner beaucoup de mal juste pour être capable de justifier son goût pour une histoire, juste pour être capable de dire quelque chose de plus précis que j'aime bien ou c'est super. Mais l'intérêt n'est pas uniquement de justifier son goût pour une histoire, c'est aussi de gagner en clairvoyance et en recul. Remarquer ces théories intrinsèques au scénario de son dessin animé préféré, c'est éviter de tomber dans le piège des vérités fausses. C'est comprendre que même les règles les plus réalistes dans l'univers le plus réaliste ne seront jamais que celles que l'auteur croit en vigueur ou celles qu'il a décidées pour son histoire, pas forcément celles de la vraie vie.
c'est comprendre que dans la vraie vie, sauver le monde ne dispense pas de faire ses devoirs, que tes deux camarades qui se disputent ne vont pas sortir ensemble à la fin, mais aussi que c'est pas parce que dans la fiction il n'y a jamais de malentendus idiots qu'il n'y en aura jamais dans la vraie vie. Oui, c'est important de comprendre ça, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens méprisent la fiction. Ils la méprisent parce qu'ils croient que ceux qui la consomment la prennent pour la réalité. Ils lui préfèrent les biographies, les films strictement inspirés de faits réels. Ils ne comprennent pas que la fiction sert à faire des expériences de pensée et qu'un documentaire ne peut pas servir à ça, pas de la même façon. Puisqu'ils ne le comprennent pas, il faut que nous le comprenions d'autant mieux. L'intérêt aussi, c'est qu'en prenant conscience des différentes théories du monde qui existent, on prend conscience que l'autre existe, que sa façon personnelle de fonctionner avec laquelle il faut composer quand on vit à ses côtés existe. On prend conscience qu'il y a des gens pour qui la paix est plus importante que la vérité, et d'autres pour qui c'est l'inverse. On prend conscience de la façon dont l'autre fonctionne, de comment il peut réagir dans telle ou telle situation, de comment il faut agir envers lui pour éviter ou régler les conflits. Bref, oui, ça vaut la peine d'essayer. Et on fait ça comment ? En le faisant. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour remarquer ces théories, il faut développer sa conscience de l'altérité en remarquant ces théories. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. Ça commence par un épisode sur la superstition qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait, et on finit par admettre que non, tout le monde n'a pas les mêmes besoins vis-à-vis de la fiction, et que ce n'est pas parce qu'on a aimé une histoire que tout le monde l'aimera ou doit l'aimer. Il faut avoir un regard critique sur la réalité, sur la fiction et sur soi-même. Les auteurs avec lesquels on n'est pas d'accord nous rendent en fait service, car en laissant échapper leur vision du monde à travers les dessins animés, ils nous obligent à nous interroger. Mais enfin, leur vision... Je suis pas sûr que ces idées étranges qui se dégagent des dessins animés soient toujours là parce qu'elles reflètent la pensée de l'auteur. Des fois, j'ai le sentiment qu'elles sont là parce que les auteurs n'ont pas réfléchi au sens que prenaient les événements de leur histoire s'ils les faisaient se produire de cette manière. Prenons l'exemple du personnage de Pinkie Pie dans My Little Pony. Elle est censée, scénaristiquement, être l'incarnation de l'élément joie. En pratique, elle est surtout irresponsable, capricieuse, envahissante et tyrannique. On a déjà eu l'occasion d'évoquer l'épisode de l'âne, qui résume très bien le problème avec elle. Elle s'est fixée comme défi personnel d'être l'amie de tout le monde, mais cette âne-là n'a pas envie de l'être, alors elle le harcèle. Non, sérieusement, c'est du harcèlement de rue, il y a des gens qui militent contre ça. Mais comme le scénario est de son côté, il se révélera à la fin qu'en le harcelant, elle finit par trouver un service à lui rendre et elle obtient une vague promesse d'amitié, à condition qu'elle soit son amie de loin, s'entend. Ça lui suffit. Si je juge cet épisode en fonction de ma façon de voir le monde, de ma philosophie personnelle, il n'est pas crédible. Pour le trouver crédible, il faudrait que je considère que la drague de rue est tout à fait légitime, que tous les noms sont des oui inavoués, et qu'on doit toujours insister parce que l'autre finira bien par céder, et qu'on découvrira toujours pourquoi on a eu raison d'insister. Et tu me feras pas croire que c'est ce que pensent les auteurs. Je crois sincèrement qu'ils ont juste écrit un épisode où des gags s'enchaînaient, trouvé une chute parce qu'il en fallait une, et ne se sont pas demandé si, à part être drôle, l'épisode était quelque chose. Oui, mais en même temps, comment tu veux t'y prendre pour savoir si l'auteur pense réellement ce qu'il a l'air de penser ? Tu n'es pas dans sa tête, et il n'est pas là pour que tu lui demandes. Tu n'as que l'histoire à disposition pour en juger. Bah ici, outre le fait que c'est déjà difficile à avaler que qui que ce soit puisse penser en toute conscience que l'amitié factice extorquée à l'usure est satisfaisante, il y a quand même que c'est contradictoire avec le principe même de la série qui est de démontrer, avec humour certes, mais quand même une certaine sincérité, que les amis c'est magique. Prenons un autre exemple, qui nous rapproche de la frontière entre philosophie et morale. Les bonbons de Franklin. Tu vois de quoi je parle ? Oui, oui. Franklin et Martin mettent une pièce dans la machine à bonbons, la machine se détraque et leur donne plus de bonbons qu'escompté. Ils sont tout contents, mais la mère de Franklin leur explique qu'ils doivent rendre ces bonbons parce qu'ils sont à Monsieur Taupe. Ce qu'ils font. Pour être satisfait de la chute, il faut partir du principe que garder pour soi un truc qu'on a trouvé, c'est toujours du vol. Il n'y a pas de maladresse dans la façon dont c'est présenté, c'est assez clair que les auteurs le pensent réellement. Moi, ça ne me paraît pas si absolu. Je trouve normal de rapporter les objets de valeur trouvés au commissariat. Si personne ne le réclame d'ici à 90 jours, il sera à vous. Mais j'ai rien non plus contre le qui trouve garde, surtout dans ce genre de contexte. Ça ne heurte pas mon éthique. Mais bon, les auteurs de l'épisode, eux, ils estiment que profiter du dysfonctionnement d'un distributeur, c'est du vol. L'épisode est totalement cohérent avec ce principe, il n'y a aucune incongruité dans la façon dont il est construit. En outre, les auteurs ont conscience qu'il s'agit d'une théorie à laquelle l'enfant n'adhère pas forcément, puisqu'ils la défendent en faisant argumenter la mère de Franklin à son sujet. Là, je pense qu'on peut affirmer avec certitude que l'épisode reflète bel et bien ce qu'il pense. Il y a tout un tas d'autres cas où on peut être à peu près affirmatif en jugeant de la cohérence philosophique de l'épisode avec le reste de la série. Que Rahan, héros pacifique, se mette à traiter les pacifistes de l'âge pendant un épisode, et j'en conclurai que l'auteur n'a pas trop réfléchi sur ce coup-là. Ken Giwok, dans l'Histoire sans fin, se voit démontrer que la curiosité scientifique est parfois un vilain défaut dans un épisode relativement efficace pour véhiculer ce message, et sans que ce soit contredit à un autre moment de la série, et j'en conclurai que l'auteur le pense. Ok, et tu penses quoi de cet épisode de My Little Pony ? La princesse Luna, ex-jument séléniaque, décide de jouer son rôle de princesse et de descendre un peu dans les rues pour se rapprocher du peuple. Comme elle a un passé de super vilaine et des manières plutôt princières, elle fait peur à tout le monde. Du coup, Twilight lui apprend à être gentille. Mais une fois qu'elle est gentille, les gens ne veulent toujours pas être amis avec elle. Ils réclament qu'elle continue à jouer les super vilaines et à être tenue à distance parce qu'ils aiment bien avoir peur. Du coup, au lieu de passer un Halloween sympa et se débarrasser de son passé de super vilaine,
Elle va devoir jouer les épouvantails parce que c'est le seul rôle qu'on veut bien lui donner. Bon, j'ai moi-même tenté une reconversion professionnelle. Même plusieurs. Le fait qu'il est difficile de trouver un job qui te plaise et que celui que tu décrocheras sera conditionné par celui que tu as quitté, ce n'est pas qu'une théorie du monde, c'est un fait. Mais pour trouver que l'épisode se finit bien, il faudrait que je trouve que cet état des choses est juste, est heureux, et n'a pas spécialement besoin qu'on essaye de le changer. Moi, je trouve ça ni juste, ni heureux, et j'ai plutôt envie que ça change. Mais je peux comprendre qu'on estime plus sage d'accepter les choses telles qu'elles sont, même quand elles sont douloureuses. Donc à ton avis, c'est ça que les auteurs pensent, ou est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Au vu de la mise en scène, dans laquelle on constate que Luna est parfaitement capable de jouer les gentils une fois qu'on lui a expliqué comment faire, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. En fait, je pense qu'on peut tirer cette conclusion chaque fois qu'on trouve une incongruité dans My Little Pony. Oui, bon. Je sais qu'entre Fullmetal Alchemist Brotherhood, Dragon Ball Z et Gravity Falls, on est en train de se tailler la réputation de gens qui détestent ce que tout le monde aime. Mais non, My Little Pony, les amis c'est magique, c'est une bonne série. Il n'y a que deux choses méchantes qu'on puisse dire honnêtement sur elle. C'est très banal par rapport à ce qui est promis par son fandom et son début, et les idées qui y sont véhiculées sont parfois très bizarres. Les personnages sont parfois très méchants entre eux et c'est présenté comme la bonne façon d'être, et il y a vraiment beaucoup d'épisodes à la conclusion un peu étrange. Et si on peut avoir des doutes sur l'épisode de la princesse Luna ou de Lan, il y en a tout un tas où c'est flagrant que les incongruités sont dues au fait que les auteurs ont voulu reprendre une situation classique, mais surprendre leurs spectateurs en la traitant de manière totalement originale. L'humour de My Little Pony repose beaucoup sur ce côté situation classique traité de manière atypique, et il y a des épisodes où ça marche. Celui sur Twilight qui doit tenir sa promesse de garder un secret qui pourtant libérerait ses amis d'un poids si elle le révélait est génial de ce point de vue-là, mais il y a d'autres épisodes où ça donne un scénario bizarre. Tu fais référence à la guerre entre les poneys et les bisons. C'est ça exactement. Chaque idée de cet épisode, si on la prend individuellement, est une bonne idée, voire une très bonne idée. Que les deux camps en conflit soient en réalité parfaitement prêts à négocier et que ce soit les héroïnes qui, en se mêlant de leur conflit avec un peu trop d'enthousiasme, se font la guerre entre elles alors qu'il n'y a pas lieu, c'était une très bonne idée. Que le coup classique de la chanson Disney destinée à apaiser le conflit soit repris et moqué, ça aurait pu être une bonne idée. Mais ces deux idées agencées ensemble et mises bout à bout, ça donne une histoire un peu bizarre, avec d'abord des Amérindiens et des colons qui sont en conflit d'intérêts mais tout prêts à discuter, et qui sans transition décident de faire la guerre juste parce qu'une chanson très mal chantée les a énervés. Oui, mais c'est quand même un mauvais exemple. Même si la réalisation de l'épisode est un peu étrange, c'est pas ça qui fait que la chute est dérangeante. Oublions un instant que les deux parties étaient tout prêts à négocier au début de l'épisode, puisque cet aspect des choses a été oublié en cours de route. La guerre entre les bisons et les poneys vient du fait que les bisons ont besoin de leur territoire pour courir, et que les poneys en ont besoin pour faire pousser des pommes. À partir du moment où aucune négociation n'est possible, puisque l'épisode a laissé tomber cet aspect des choses. La seule solution était qu'un des deux parties cède, et là c'est les bisons qui le font parce qu'ils se rendent compte que les pommes c'est bon, et qu'ils renoncent à la terre qui leur revient pourtant de droit puisqu'ils étaient là les premiers, pour laisser les poneys y faire pousser des pommiers. Pour être satisfait de cette fin, il faudrait vraiment penser que le plaisir de manger des pommes compense largement le fait de ne plus avoir le droit de circuler où on veut chez soi. Et cette fin n'est pas entraînée accidentellement par le fait qu'il y a eu un enchaînement d'idées qui n'allaient pas ensemble. C'est la conclusion logique d'une situation où la négociation n'était pas possible. L'un des deux parties voit la lumière et cède complètement, sans compromis. En outre, ces pommes qui sont préférables au droit de circuler chez soi. C'est en fait le progrès, la civilisation. Dans les histoires d'Amérindiens floués de leur terre, le progrès est en général présenté comme une mauvaise chose, vu que dans la réalité historique, il n'a pas vraiment profité aux Amérindiens. Mais dans la fiction pour les enfants, qui doivent accepter qu'ils vont grandir, le progrès, bon, pas forcément le progrès, mais en tout cas le changement, même subi, est présenté comme quelque chose de positif, ou au moins de supportable. Les auteurs ont peut-être eu le tort de prendre une situation avec des Amérindiens pour en parler, mais il reste envisageable qu'ils aient délibérément fait un épisode sur la nécessité d'accepter le progrès, le changement. Tu en doutes uniquement parce qu'il s'agit de My Little Pony et que My Little Pony fait souvent des trucs un peu bizarres à force de chercher à être original. T'as sans doute raison pour les bisons. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode magique pour deviner si on est dans un cas où les auteurs n'ont pas réfléchi. Il faut juger au cas par cas et on n'a pas souvent la garantie d'avoir raison. Il faut savoir que l'idée à laquelle on doit adhérer pour apprécier la chute n'est pas toujours celle que l'auteur avait en tête. Ça peut juste être une maladresse. Des fois, l'auteur a en tête une série de situations, il les met bout à bout parce qu'il veut toutes les utiliser, sans trop se poser la question de ce que ça donne en globalité. Et le scénario se met à impliquer un parti pris de base auquel il n'avait pas pensé. Remarque, l'inverse est aussi vrai. Des fois, l'auteur veut utiliser une recette bien connue de la fiction, mais qui, sans qu'il en ait conscience, ne peut marcher que si elle repose sur une idée à laquelle il n'adhère pas au fond. Et du coup, son scénario se met à comporter des bizarreries. Je pense notamment à tous les cas d'intelligence artificielle de fiction qui se révèlent être en réalité des humains virtualisés ou des créatures organiques. On ne s'en rend pas forcément compte du premier coup, mais pour croire qu'une intelligence artificielle peut devenir humaine, il faut adhérer à l'idée que la conscience et les émotions peuvent être produites par un cerveau artificiel. En gros, que l'âme n'existe pas. C'est visiblement une idée avec laquelle beaucoup de gens ont du mal, et ça ne se traduit pas uniquement dans la façon dont les intelligences artificielles finissent dans la fiction.
Quand on lit certains ouvrages modernes de philosophie, on constate que même les athées les plus endurcis peuvent faire preuve d'un certain vitalisme. La question de l'âme passe encore, elle fait encore débat. En revanche, le destin aujourd'hui, la majorité des gens s'accordent à dire que ça n'existe pas au sens fort. Tout le monde sait qu'on ne peut pas toujours tout contrôler, mais le déterminisme est démodé, et en tout cas, on ne considère plus que les choses arrivent parce qu'elles le devaient. Le souci est que certaines expériences de pensée ne peuvent se faire qu'au moyen d'histoires de prophéties et de destin. Et on le voit à la critique du joueur du grenier sur Sonic le Rebelle, se forcer à admettre que dans l'univers où se passe l'histoire, en tout cas le destin existe, ce n'est pas toujours facile. Ça c'est différent. Que le spectateur ait du mal à comprendre le scénario quand il repose sur une idée contre-intuitive pour lui, ce n'est pas étonnant. Mon histoire d'âme et d'intelligence artificielle, c'était pour dire que les incongruités de scénario sont parfois dues au fait qu'un auteur a voulu utiliser une recette, sans se rendre compte qu'il ne croit pas au postulat derrière cette recette. Je veux bien le croire, d'autant que quand on cible les enfants, un certain état d'esprit s'impose sans doute. Les dessins animés pour enfants seraient plus propices à véhiculer certaines idées que d'autres? Eh bien, on en parlera sans doute plus quand on fera une vidéo sur la censure, mais en tout cas, on constate des idées récurrentes. Par exemple, comme tu l'as évoqué, il y a l'idée que le science c'est mal, vous voyez. Reflet du pessimisme ambiant du 21e siècle, époque du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles, ou héritage de la culture chrétienne nous ayant mis en garde d'abord contre la curiosité puis contre le péché d'hubris, celui-ci étant souvent confondu avec le désir de tout savoir, je ne sais pas, mais le thème revient souvent, si souvent qu'on le considère parfois comme tombant sous le sens et n'ayant pas besoin d'être argumenté. Dans l'épisode de l'Histoire sans fin avec Engi Wok que tu as mentionné, l'idée est défendue avec des arguments, on conscientise qu'elle ne tombe pas sous le sens. Et surtout, on insiste sur le fait que ce n'est mal que dans certains cas. Le propos d'Orgel est que certains secrets doivent rester des secrets. Elle ne parle pas de tous les secrets. Dans d'autres fictions, comme Brisby et le secret de Nîmes, la recherche biomédicale est réduite sans discussion à une certaine curiosité scientifique, qui sert de prétexte à la cruauté. Alors même que les rats de Nîmes sont bien contents d'avoir une science infuse héritée des humains qui l'ont acquise grâce à la recherche. Dans Flipper et l'Opaka, tous les épisodes qui s'intéresseront à la question démontreront que le progrès est mauvais. Dès aujourd'hui, il sera interdit de voler sur l'île. Interdit! Papa! Je sais que je peux améliorer les défauts de ma machine. Et s'il n'y avait pas eu cette espèce de grosse nouille de pieuvre? Je suis désolé, Bolo, mais ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait réfléchir. J'ai décidé que voler n'est pas pour les têtes de linotte. C'est amusant parce que, tu l'as évoqué aussi, la fiction pour enfants implique souvent de démontrer la thèse inverse, à savoir le changement c'est cool, puisqu'elle s'adresse à des enfants qui doivent grandir. Bon, les enfants étant rétifs à certains changements, c'est assez rare qu'on considère le changement c'est cool comme une idée qui tombe sous le sens et qui n'a pas besoin d'être défendue. Mais c'est arrivé. Dans Vaiana, rien n'est fait pour qu'on comprenne en quoi il est nécessaire que le peuple de Vaiana quitte son île paradisiaque où il vit très bien et où tout le monde, même Vaiana, est heureux. On nous vend vaguement le plaisir de la navigation, mais on ne nous explique pas en quoi ce plaisir vaut d'abandonner une île parfaitement opérationnelle et de mettre fin à une société parfaitement fonctionnelle qui tourne sur un modèle dont nous-mêmes ne pouvons que rêver. Le spectateur est tenu de considérer que c'est bien parce que ça change. Même en considérant que Vaiana aurait été malheureuse si elle n'avait jamais navigué, ça signifie que le confort de tout un peuple est sacrifié à celui de sa princesse. En outre, il était parfaitement possible de garder l'île comme port d'attache et d'autoriser les voyages en haute mer. On pouvait partir de l'existant et l'améliorer, parce que c'est aussi ça, grandir. D'ailleurs, poser une nouvelle pierre à chaque génération pour élever la montagne, c'est aussi grandir. À vrai dire, on ne sait pas s'ils quittent leur île définitivement. Vaiana pose un coquillage sur le tas de pierres. Rien ne pourra être posé par-dessus à cause de sa forme. Je suppose que ça signifie qu'elle se voit comme la dernière chef de l'île. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un débat ou des dialogues qui expliquent en quoi l'abandon de l'île est une meilleure solution. Il n'y en a pas et c'est d'autant plus étonnant que, comme tu l'as dit, ce type d'histoire est fréquent et qu'en général, les arguments en faveur du changement sont donnés. Il faut dire qu'en général, c'est le personnage principal qui s'oppose au changement et son entourage qui essaye de le convaincre. Voire, des fois, il y a le cas du héros qui veut changer, mais l'entourage essaye de lui faire comprendre que chaque chose en son temps, rien ne presse, et qu'être enfant, c'est quand même cool, il faut en profiter. Mais même dans ce cas, le changement est présenté comme quelque chose de positif, comme une récompense qui arrivera à très long terme. Dans le même état d'esprit, mais plus étrange, il y a le sort malheureux des chercheuses de talent. Tout le monde sait quel est le talent caché qui leur fera avoir leur marque de beauté. Tout le monde sait qu'elles sont tellement désespérées de le trouver qu'elles se lancent dans des projets tous plus absurdes et dangereux les uns que les autres. Et vous croyez qu'on leur donnerait un début d'indice? Non, il faut qu'elles trouvent elles-mêmes. C'est indispensable. Bon, allez, ça fait 4 saisons maintenant, vous voyez bien qu'elles trouveront pas. Dites-leur cette putain de réponse, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, si nous avons bien compris, elles finissent par obtenir leur marque de beauté dans les saisons que nous n'avons pas vues. Nous croyons savoir qu'elles ne correspondent pas complètement au talent évident qu'elles paraissaient avoir sans s'en rendre compte. C'est sûrement une autre conséquence de l'ambition de la série de prendre des directions inattendues. Mais dans un sens, c'est encore pire.
Non seulement l'auteur se moque un peu du monde, car les talents individuels que les chercheuses de talent ont manifestés lors de leur premier épisode ensemble étaient typiquement du genre de ceux qui donnent lieu à une marque de beauté chez les autres poneys, mais en plus, si on y réfléchit, ça signifie que les chercheuses de talent ont vu leur personnalité d'origine altérée à force de mal se connaître elles-mêmes. Cette intrigue est mieux menée dans Franklin avec pourtant la même conclusion. Tu vois, ça c'est un cas où les auteurs n'ont pas réfléchi qu'en faisant de l'apparition de la marque de beauté un truc qui dépend de quelque chose qu'elles font, et pas un changement naturel du corps comme l'apparition de la poitrine chez les petites filles, ils rendaient leur métaphore invalide, trop éloignée de ce qu'elle représente. Mais bon, ça reste basé sur l'idée qu'il faut désirer le changement mais accepter son rythme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a lieu. Pour le changement, c'est un thème plus ou moins obligé quand on s'adresse à des enfants qui ont l'impératif de grandir. Mais il y a des thèmes liés au changement qui découlent du simple fait qu'on est dans la fiction. Plus exactement qu'on est dans une fiction où la magie est possible. À partir du moment où il existe un univers où la magie, qui est bien souvent stagnante et traditionnelle, et la science qui progresse dans le temps cohabitent, il arrive fréquemment que la question arrive dans le scénario. La science peut-elle surpasser la magie? Très souvent, dans la fiction pour enfants, la réponse est non. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, où certes la maîtrise des éléments n'est pas stagnante, mais où elle est néanmoins un art traditionnel, Sokka essaye de reproduire les effets de la maîtrise du feu avec des explosifs, et non seulement ça rate parce que le feu magique des maîtres du feu est définitivement différent du feu normal, mais en plus le spectateur est censé trouver Sokka un peu bête de croire que la rationalité permet de surmonter toutes les difficultés. Et ce, en plusieurs occasions. Mais la fiction pour enfants déclare parfois la science vainqueur. Ou au moins qu'il y a égalité entre les deux, comme dans Gargoyles. N'oublie pas, dans le monde règne maintenant la science, non la sorcellerie. Et les armes d'aujourd'hui sont aussi puissantes que toutes les magies. Ce genre de cas est assez intéressant à observer parce que dès qu'on s'interroge sur ce qui en découle, on ne peut s'empêcher de penser que dans l'univers de Gargoyles, où la science peut rivaliser avec la magie, l'être humain est capable de tout contrôler grâce à sa technologie et être maître de sa destinée. Alors que dans la fiction où la magie l'emporte, il y aura toujours toute une partie du monde qui échappera à son contrôle. C'est le propos de l'épisode de My Little Pony où Twilight Sparkle se met en tête de comprendre les pouvoirs de divination de Pinkie Pie. À la fin, elle admet que sa démarche était mauvaise et qu'il y a des choses en ce monde qu'il faut accepter aveuglément et choisir de croire plutôt que de chercher à les comprendre. Et j'ai enfin compris qu'il y avait dans ce monde des choses merveilleuses, et même si nombre d'entre elles demeurent inexpliquées, ça ne signifie pas pour autant qu'elles ne sont pas réelles. Ça veut seulement dire qu'il faut choisir d'y croire. À la limite, ça peut se comprendre dans le cadre d'une série sur l'amitié, où la croyance qui se rapporte à la confiance doit être davantage mise en valeur que l'investigation qui passe par le scepticisme, donc la méfiance. Mais Twilight voulait simplement comprendre ce pouvoir, elle ne remettait pas en cause son existence, et son renoncement à l'investigation est bizarre dans un monde où il y a une science de la magie. Si c'est vraiment une question d'opposition entre la confiance et la méfiance, j'aurais préféré que la lettre à Célestia dise simplement qu'il faut croire ses amis sur parole plutôt que d'essayer de vérifier leurs allégations. Mais c'est là qu'on voit que la vision défendue par une œuvre sur ce sujet dépend aussi du thème de l'œuvre. Dans One Piece, qui ne parle pas tant de foi en ses amis que de réaliser ses rêves, c'est-à-dire repousser les limites du possible, la science n'a pas encore réussi à surmonter toutes les difficultés qui se présentent à cause de phénomènes, disons magiques à défaut d'un meilleur mot, mais elle va y arriver, un jour. La science du Dr Vegapunk a déjà rendu navigables des voies maritimes qui ne l'étaient pas, et même les pouvoirs surnaturels conférés par les fruits du démon commencent à être reproduits artificiellement. One Piece est une série qui doit montrer que rien n'est impossible à celui qui a la volonté de parvenir à ses fins. C'est ce qui rend les gentils qui l'ont compris puissants et les méchants qui l'ont compris redoutables. D'un autre côté, c'est peut-être parce que l'auteur voit les choses comme ça qu'il a choisi ce thème pour son histoire. C'est pas qu'une question de thème. Le fait que la fiction pour enfants se refuse le plus souvent à déclarer la science vainqueur face à la magie frappe aussi particulièrement dans les cas d'intervention du surnaturel dans des univers rationnels comme celui de Diabolique. Pendant l'épisode, Diabolique a exécuté un numéro de prestidigitation pour faire croire que l'objet qu'il venait de voler était investi de pouvoir surnaturel. Évidemment, il révèle le truc ensuite, et il est établi qu'il n'y a rien eu de surnaturel, puis il range l'objet dans son coffre, et l'épisode se termine sur cet objet s'illuminant d'une lumière surnaturelle maintenant qu'on ne le regarde plus. C'est sûrement une convention graphique, un effet de fin d'épisode, et ça n'arrive pas réellement dans l'histoire. Mais n'empêche, dès que ce rayon lumineux irradie l'épée, dans un contexte où Diabolique a dominé la situation pendant tout l'épisode, où tous les moments où on a pu croire que la situation le dépassait, il s'est révélé que c'était un truc, cette lumière surnaturelle nous fait comprendre que non, il n'a pas le contrôle de tout. Si, il y a des choses qui le dépassent, et ça marque. D'autant plus que c'est très incongru dans une série aussi rationnelle, et que ça n'appuie absolument pas le message général de l'œuvre. Bon, encore une fois, c'est sans doute juste un effet de fin d'épisode qui n'arrive pas réellement dans l'histoire. Mais je note que ce type d'effet de fin d'épisode n'est pas rare, et donne à penser que la fiction pour enfants n'ose presque jamais nier totalement l'existence de la magie. Tout est dans le presque. Mais mon propos reste le même.
La victoire de la magie sur la science véhicule la notion de destin incontrôlable et d'impuissance de l'homme devant le monde. Ça me fait penser à un autre thème très présent dans la fiction pour enfants et inspiré aussi par la nécessité de leur transmettre les notions d'écologie. Je veux parler de l'aspect sacré et presque divin de la nature. Bon, là même pas besoin qu'il y ait un scénario derrière. Les décors de forêt luxuriante procurent immédiatement une sensation de bien-être aux spectateurs, surtout s'ils sont bien dessinés. Mais parfois, les scénaristes défendent cette nature sans réfléchir au fond de ce dont ils sont en train de parler, et on se retrouve dans des cas un peu étranges dans le style d'Avril et le monde truqué. Tout l'enjeu du film est de trouver un sérum qui rend immortel et de s'en servir pour que des végétaux indestructibles se répandent dans l'espace et rendent l'air respirable un peu partout dans l'univers. Quand on pense au mal que se donnent les astronautes pour ne pas contaminer l'espace, et quand on pense à la controverse sur les OGM qui porte justement sur le problème de l'invasion des écosystèmes par des semences dont il sera difficile de se débarrasser, on se dit que ce scénario est bien naïf. Trop pour que le propos écologiste soit défendu comme il l'est par un lézard donneur de leçons convaincu d'avoir pensé à tout. Réfléchir aux tenants et aux aboutissants de leurs intrigues, c'est quelque chose qu'on peut réclamer aux auteurs sans être trop exigeant. Ne pas s'imposer un sujet qu'ils ne sentent pas et ne comprennent pas, même si c'est un sujet courant dans les dessins animés, c'est aussi quelque chose qu'on peut leur demander. Mais arriver à n'écrire que des choses justes, que des choses vraies, qui ne soient pas influencées par leur vécu, leur caractère, leurs croyances et tout ce qu'ils sont, ça, nous n'avons pas à l'exiger, ce n'est juste pas possible. Par contre, il arrive qu'un auteur utilise la fiction pour défendre exprès sa vision du monde. Et en tant qu'auteur qui veut faire exprès de véhiculer son idée, y a-t-il une mauvaise manière de s'y prendre? Évidemment. Évidemment! Comme on vient de le dire, il suffit de défendre une idée qu'on n'a pas totalement comprise, ou à laquelle on ne croit pas vraiment. Ou alors mal cerner les capacités de compréhension du spectateur et le vexer en insistant trop lourdement sur le message qu'on veut faire passer. J'aurais adoré la fin d'Avril et le monde truqué si elle avait été amenée avec moins de moralisme et de prétention. Mais d'une manière générale, lorsque la fiction sert de propagande assumée, ça choque toujours beaucoup moins qu'on soit d'accord ou non avec l'idée véhiculée. On est satisfait malgré tout que l'auteur conscientise que la position adverse existe et doit être prise en compte. Dans la fiction pour enfants, on parlera rarement de politique ou de faits de société, à moins que ce soit le but principal. Il s'agira plutôt de parler de grandes idées générales sur la vie, comme celles qu'on a évoquées précédemment. Dans la fiction pour adolescents, et en particulier dans les comics et leurs adaptations, on pourra sans doute trouver des messages plus spécifiques. Mais d'une manière générale, il reste préférable de garder un propos plutôt universel. Même dans la fiction pour adolescents ? De mon point de vue, même dans la fiction pour adultes, les idées politiques impliquent un contexte sociétal qu'il faut mettre en place. C'est pourquoi on peut difficilement les aborder de façon métaphorique. Les métaphores se prêtent davantage aux grandes idées philosophiques généralisables. C'est pourquoi, plutôt que de faire une métaphore pour parler de la difficulté d'être juif, noir, transsexuel, communiste, il vaut mieux faire une métaphore sur la difficulté d'être différent. Si on tient à parler d'un fait précis de société, il vaut mieux faire un docu-fiction plutôt qu'utiliser une métaphore. Car ça évite quelques couacs qui peuvent être fâcheux. Quel couac? De quoi tu parles? Je comprends très bien l'idée de faire de la persécution des mutants dans X-Men une métaphore de la Shoah. Mais de mon point de vue, c'est une comparaison extrêmement contre-productive pour ce qui est de lutter contre l'antisémitisme. Les mutants sont dotés de pouvoirs très puissants pouvant les rendre dangereux pour eux-mêmes et leur entourage. Et ces pouvoirs sont parfois, comme dans le cas de Malicia, un véritable handicap. Les juifs seraient donc dangereux et handicapés ? J'ai le même problème avec le fait de faire des vampires et des loups-garous dans certaines fictions une métaphore de l'homosexualité. Sincèrement, j'étais scotchée la première fois que j'ai entendu parler de ça. L'homosexualité n'est pas contagieuse, encore moins par morsure, l'homosexualité ne rend pas violent, et l'homosexualité n'oblige pas à faire du mal à autrui pour vivre. Nous ne parlons pas de fiction où le vampirisme et la lycanthropie sont juste des mutations très cool qui rendent tout puissant. Et si c'était le cas, on se retrouverait dans la même situation qu'avec les X-Men. Nous parlons de Twilight, d'Harry Potter, d'entretien avec un vampire, et d'autres fictions où être un vampire et un loup-garou, c'est être réellement, malgré soi, dangereux. Et ces choix malencontreux de métaphores, qu'ils soient voulus par l'auteur ou fantasmés par les fans, ne sont pas l'apanage de la fiction pour jeunes adultes et des messages politiques. On l'a vu avec My Little Pony et les chercheuses de talent. La première fois que j'ai vu la scène où Applejack essaye de rassurer Apple Bloom sur le fait que sa marque de beauté arrivera en temps et en heure, je l'ai immédiatement reconnue. Toutes les petites filles dont la poitrine s'est développée tardivement ont entendu ce discours dans la bouche de leur mère, de leur grande sœur ou de n'importe quelle aînée bienveillante. Sauf que si on continue la métaphore, l'épisode nous explique que si nous sommes restés plates comme des limandes, c'est parce que nous sommes trop connes pour nous connaître nous-mêmes. Et qu'en dépit de tous les discours rassurants qu'essayent de nous tenir les adultes, nous allons effectivement rester plates pendant 4 saisons. Il n'y a pas de message politique dans cette histoire de marque de beauté. Mais ça marche pas. Parce que, à supposer que ce soit l'intention de base, la formation de la poitrine chez les petites filles, c'est un sujet très précis. Et si on veut en parler, il vaut mieux le faire tel quel, sans embâge. Quitte à le faire de façon un peu... ouais.
Et la fusion comme métaphore du sexe dans Steven Universe, on en parle? La fusion n'est pas une métaphore du sexe. Elle est comparée au sexe, d'une manière franchement pas subtile, voire carrément lourdingue, mais elle n'est pas le sexe. Elle sert de prétexte pour parler de maturité, de consentement et de la difficulté de mettre fin à une relation toxique, mais on a beau avoir ajouté des phrases du style « si tu n'es pas prête, dis-le » ou « est-ce que tu l'avais fait avant ?» parce qu'on avait très peur que le public ne pige pas la comparaison, elle a un rôle plus vaste et plus complexe que n'en a le sexe dans la vraie vie. Elle rend plus puissante, elle permet d'envisager les choses sous un autre angle, elle sert à Grenat pour se faire comprendre par Péridote, à Perle et Améthyste pour se supporter malgré leurs différences, et elle n'a pas apporté à Rose Quartz autant de satisfaction que lui en a procuré sa relation avec Greg, avec qui elle ne pouvait pas fusionner. La fusion, c'est une technique des gemmes qui permet d'atteindre une forme particulière de communication, c'est tout. C'est comme la télépathie des Martiens dans DC. Un truc qui a ses propres règles et qui est juste particulièrement intense entre amoureux. Steven Universe a cette qualité, durant les 2 premières saisons du moins, de s'être rappelé que véhiculer des messages c'est bien, mais que le but d'une histoire est avant tout de raconter une histoire, avec son esthétique et sa logique interne, et qui assume d'avoir mis en place des situations qui ne sont pas applicables à la vraie vie. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça des histoires de marques de beauté? Tu l'as dit toi-même, ces métaphores sont parfois fantasmées par les fans. Ça peut être une comparaison à la puberté sans être pour autant une métaphore. Je veux bien te l'accorder, mais si c'est le cas, l'histoire de la marque de beauté n'a plus aucun intérêt. Les histoires qui découlent de la marque de beauté sont énervantes et lassantes. Les histoires qui découlent de la fusion sont mignonnes et touchantes, quoi que tu en dises. Et c'est assez clair que Steven Universe, contrairement à My Little Pony, ne s'est pas imaginé pouvoir véhiculer un message sur un truc précis de la vraie vie avec une métaphore fantastique. Remarque, dans l'épisode des bisons, My Little Pony fait plutôt l'erreur inverse. Choisir une métaphore trop connotée pour défendre une idée générale. Quand on veut faire une histoire sur les mérites du progrès, on évite de la faire jouer par des Amérindiens. Après, ça ne veut pas dire qu'aucune métaphore ne peut être efficace. Je suis très contente de la manière dont Zootopie a choisi de parler du racisme. En faisant des carnivores les victimes de préjugés, ce film permet de souligner un point essentiel dont peu de fictions traitant de racisme ont vraiment conscience. Aujourd'hui, le racisme, ce n'est plus tant le mépris de l'autre que la peur de l'autre. Au passage, le film en profite pour nous montrer un autre aspect du racisme qu'on ne représente pas toujours aussi efficacement dans la fiction, son caractère inapproprié. Il y a bien des inégalités dans cette société d'animaux, mais elles ne sont pas entre les carnivores et les herbivores, elles sont entre les gros animaux et les petits animaux. Les petits carnivores ne sont pas plus à la fête que les petits herbivores, et les gros herbivores s'en sortent plutôt bien. Le sujet qui pousse les protagonistes à se craindre les uns les autres est totalement à côté de la plaque. Après, ce n'est pas forcément le film du siècle, l'histoire n'est pas forcément la plus intéressante et la mieux racontée des films Disney, mais du point de vue de la métaphore, il n'y a rien à redire. De mon point de vue, elle marche. Et elle marche pour une raison très simple, elle s'est détachée du contexte. Elle n'a pas parlé du fait d'être musulman dans une société angoissée par la menace du terrorisme. Elle a parlé du fait de faire peur à autrui à cause de son appartenance à un groupe qui a mauvaise presse. On n'est jamais aussi efficace que quand on généralise. Ce qu'on fait habituellement dans la fiction pour enfants et les dessins animés. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas surestimer le militantisme des auteurs en leur prêtant des intentions de propagande politique quand ils cherchaient juste à raconter une histoire, mais il ne faut pas sous-estimer la fiction pour jeunes enfants non plus, elle peut parler de beaucoup de choses, tout est dans la façon dont elle va en parler. Bien choisir ses métaphores, si on en utilise, c'est déjà un bon investissement, mais ce qui marche encore mieux, c'est de ne pas forcer la conclusion du spectateur. Certaines fictions abordent des thèmes philosophiques, mais en laissant au spectateur le choix de déterminer s'il est d'accord ou pas, en présentant tous les points de vue et en montrant qu'ils se valent, ou au moins en montrant que le point de vue défendu n'est pas tout à fait satisfaisant. C'est un peu le principe sur lequel sont construits les contes zen. Ils présentent une situation et laissent leur lecteur se casser la tête pour trouver ce que ça peut bien signifier. Des fois, la réponse est évidente. Des fois, elle prête à débat. Et des fois, il y a un débat, même si c'est évident. Et quelque part, si l'épisode du jour peut être le point de départ d'une longue réflexion à plusieurs sur le sujet abordé, c'est déjà bien plus profitable au spectateur que de se faire inculquer de force une vision du monde. Cependant, comme on a dit, souvent la vision du monde n'est pas inculquée de force parce que l'auteur voulait l'inculquer de force, mais parce que pour lui elle tombait sous le sens. Dans ces circonstances, ne pas adhérer à une fiction sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec l'idée véhiculée, est-ce mal? Non, c'est normal. Nous aimons l'épisode du canyon dans Avatar parce que nous trouvons le dénouement intéressant, et nous aimons Code Lyoko parce que nous aimons que les héros estiment qu'il vaut mieux laisser le supercalculateur allumé et contenir Xana le temps de sauver Aelita plutôt que de sacrifier Aelita pour avoir l'assurance de neutraliser Xana. Si ça nous satisfait autant de trouver ce message dans cette série, et si ça nous satisfait autant de trouver ce message dans cet épisode d'Avatar, c'est parce que nous avons conscience que ça ne tombe pas sous le sens,
qu'un certain nombre de personnes estiment que la vérité est plus importante que la paix, et qu'un certain nombre de personnes estimeraient qu'au contraire, il est irresponsable de risquer la sécurité de l'humanité tout entière pour sauver un seul être, fût-ce une créature miraculeuse comme une intelligence artificielle ayant accédé à la conscience et à l'émotion. C'est d'ailleurs un des reproches qu'adresse Anna de la chaîne Powerpop à Code Lyoko dans une vidéo qu'elle a consacrée à la série. Et non seulement on ne peut que respecter cet argument, mais il faut se réjouir qu'il ait été invoqué. Ça prouve que la série dit vraiment une chose qui n'est pas évidente et que ça, nous ne l'avons pas inventé. Ensuite, on peut débattre, évidemment. Mais alors, le débat ne portera pas sur Code Lyoko. Il portera sur la question de faire des omelettes et quelles omelettes, sans casser des œufs et quels œufs. La question de Code Lyoko ne se pose plus à partir du moment où le rejet porte sur le parti pris de base. Il est normal de ne pas adhérer à une fiction si on n'est pas d'accord avec le postulat philosophique sur lequel elle se base. Mais il faut avoir conscience d'une chose, ça ne remet pas en question la qualité de la fiction en tant que fiction. On peut faire merveilleusement bien la propagande d'une idée pourrie. Oui mais bon, que ce soit l'idée de base ou la réalisation qui est pourrie, le résultat est le même, on trouve la fiction pourrie. Ça sert vraiment à quelque chose de s'obliger à conscientiser « Ah non, mais là c'est des défauts idéologiques, c'est pas des défauts techniques ?» Pour nous qui avons choisi de donner notre avis sur internet, c'est obligatoire. Nous sommes tenus de donner un rapport exact de ce qui nous a plu ou déplu dans ces œuvres, sans quoi aucun de nos avis ne sera réellement fiable. Si une série est très bien réalisée, mais qu'une de ses idées fondamentales nous déplaît, la moindre des choses est de reconnaître qu'elle est très bien réalisée, et que si la même équipe se met à faire une histoire fondée sur une idée que nous partageons, il y a des chances qu'elle nous plaise plus. Dans le cas de Green Lantern, c'est même certain. En outre, sachant ce qui nous avait plu à nous, notre public peut juger de si la fiction dont nous sommes en train de parler est susceptible de lui plaire à lui, même si elle nous a déplu à nous. Pour nous, ok, mais quelqu'un qui est juste là pour consommer de la fiction et n'a pas l'intention d'en parler ensuite, pourquoi est-ce qu'il s'obligerait à réfléchir à ce qui lui a déplu dans les séries qui lui ont déplu? Ça lui a déplu, c'est tout. Rien ne l'oblige à réfléchir à ce qui lui a déplu exactement, en effet. Mais s'il le fait, ce ne sera pas du temps perdu. La fiction, comme on a dit, ceux qui n'en consomment pas s'imaginent à tort que c'est un genre de mensonge qui fait vivre son public dans un monde illusoire, qu'il confond avec la réalité et prend au pied de la lettre. C'est un malentendu. Le principe de la fiction n'est pas d'être prise pour la réalité, c'est d'être une mise en situation. Les idées qui y sont diffusées ne sont ni des mensonges ni des vérités, ce sont des théories du monde, qui ont le mérite d'être nées dans la tête de quelqu'un d'autre. Le consommateur de fiction, en repérant ces théories, peut aborder la réalité avec plus de clairvoyance que celui qui n'en consomme jamais, puisqu'il l'aborde avec la conscience qu'il existe plusieurs façons d'envisager un même problème, sans qu'aucune soit complètement fausse ou complètement exacte. Cette réflexion sur les idées qui sont véhiculées dans les histoires est ce qui permet à la fiction d'être profitable à son lecteur. En particulier quand il s'agit d'un jeune enfant dont l'esprit critique est en train de se développer. En prenant conscience de ce qui, dans son dessin animé, est la vision de l'auteur, différente de la sienne, et de sur quoi cette vision se base, il exercera ses yeux et sa conscience à appréhender la réalité de manière plus complète et pourra s'en souvenir telle qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. Offrez-moi une montagne d'or et de diamants, couronnez ma tête d'une toque de zibeline. Offrez-moi des paillettes et des limousines. Je vous les rendrai sans problème, c'est les choses simples que j'aime. La pluie sur les carreaux, le doux chant des oiseaux, une bonne soupe à l'oignon, c'est ma seule ambition. Si vous m'offrez des carrosses et des palais, si vous me parez de colliers et de bracelets, je vous assure que ça me fera pas le moindre effet. Car les choses simples, c'est absolument tout ce qui me plaît. Le lever du soleil, la rosée du matin, c'est une vraie merveille et ça me plaît bien. Pardonnez-moi si je ne veux pas de vos trésors. Jamais je ne changerai d'avis ni n'aurai de remords. Les choses simples, ça me plaît bien, c'est ce qui me convient.